Il existe un instant, juste avant que la pensée ne prenne forme, où tout est possible. Un instant de silence où il n'y a ni nom, ni histoire, ni identité. C'est là que commence ce voyage. Il ne s'agit pas d'une quête vers la nouveauté, mais d'un retour à ce qui a toujours été présent. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur vous-même, sur le monde, sur le sens de la vie, ne soit qu'une interprétation. Un récit appris. Une illusion utile, mais incomplète. Ce livre audio n'a pas pour but de détruire ces idées, mais de les explorer. D'aller au-delà. De découvrir ce qui demeure lorsque nous cessons de nous accrocher aux définitions. Pendant des siècles, l'esprit humain a tenté de saisir la réalité par des mots, des concepts, des structures. Mais il existe une dimension de l'expérience qui échappe à toute explication. Elle ne peut être contenue dans des phrases ni enseignée comme une formule. Elle ne peut qu'être vécue. Et c'est précisément ce que nous allons explorer. La voie du zen n'est ni une religion, ni une doctrine rigide. C'est une manière de voir. Une manière d'être. Une manière de dissoudre la distance entre l'observateur et l'observé. Ici, point de dogme à suivre. Il n'y a pas de réponse définitive. Seulement des questions qui ouvrent des portes. Seulement des silences qui révèlent plus de 1000 explications. Sur ce chemin, vous rencontrerez des paradoxes qui défient la logique. Des histoires d'apparence simple, mais recelant de profondes vérités. Des concepts qui, au premier abord, peuvent sembler contradictoires, et pourtant, qui convergent vers une compréhension plus vaste. Car la réalité n'est pas linéaire. Elle n'est pas rigide. Elle est fluide, en perpétuelle évolution, vivante. Et vous faites partie de ce flux. Vous n'en êtes pas séparés. Vous ne l'avez jamais été. Pourtant, nous avons appris à nous percevoir comme des individus isolés. Comme des entités séparées du monde que nous habitons. Et cette perception engendre tension. Peur. Une quête incessante. Le zen propose une idée radicale, et si cette séparation n'était qu'une illusion? Et si le sentiment de déconnexion n'était qu'une habitude de l'esprit? Que se passerait-il si vous cessiez de vous efforcer de rentrer dans un moule et vous contentiez d'observer ce qui est? Ce livre audio ne vous demande de croire en rien. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à des idées. Il vous suffit d'écouter. De ressentir. Laissez les mots être des portes, non des conclusions. Tout au long de ce voyage, nous explorons la nature de l'esprit, l'origine de la souffrance, l'illusion du contrôle et la possibilité de vivre avec une clarté indépendante des circonstances extérieures. Vous apprendrez à observer sans jugement, à agir sans forcer, à être pleinement présent, sans effort. Mais surtout, vous découvrirez qu'il n'y a rien à accomplir, rien à devenir, rien à améliorer. Car ce que vous cherchez est déjà là. Le zen n'est pas un but, c'est une réalisation. C'est la reconnaissance que la vie n'a pas besoin d'être corrigée, mais simplement d'être perçue clairement. Et cette clarté ne s'acquiert pas par l'accumulation de connaissances, mais en se libérant du superflu, comme on enlève les couches de poussière jusqu'à ce que le miroir reflète sans distorsion. C'est un voyage vers l'essentiel, vers ce qui demeure lorsque tout le reste change. Et bien que les mots que vous entendrez tentent de vous indiquer cette vérité, souvenez-vous, ils ne sont pas la vérité elle-même. Ce ne sont que des indications, des jalons sur le chemin. La véritable expérience se vit dans le silence qui les sépare. Alors respirez. Laissez votre esprit se détendre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Écoutez simplement. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir ne vous est pas extérieur. Cela ne l'a jamais été. Et peut-être qu'au terme de ce voyage, vous ne deviendrez pas quelqu'un d'autre. Peut-être vous souviendrez-vous simplement de qui vous êtes, avant que le monde ne vous dise qui vous étiez censé être. Avant le mot, il y a le son. Avant l'idée, il y a la perception. Et avant l'identité, il y a une présence silencieuse qui observe tout sans effort. Ce chapitre commence là, dans cet espace antérieur à l'esprit conceptuel. Car pour comprendre la voie du zen, il nous faut d'abord questionner l'outil dont nous nous servons pour comprendre la pensée elle-même. Dès notre naissance, nous apprenons à nommer le monde. On nous enseigne que ceci est un arbre, cela est le ciel, ceci est bon, cela est mauvais. Et peu à peu, nous tissons une toile de signification qui nous permet de nous orienter. Mais cette toile devient aussi une barrière.
Car nous commençons à confondre les noms avec la réalité. Nous croyons que comprendre un mot, c'est comprendre l'expérience. Mais il n'en est rien. Dire « oh » n'étanche pas la soif. Nommer une émotion ne la résout pas. La pensée est utile, mais limitée. Et le zen nous invite à voir au-delà de ses limites. Imaginez que vous écoutez de la musique. Si vous analysez chaque note, chaque rythme, chaque instrument, vous pouvez comprendre la structure. Mais vous passez à côté de l'expérience. On perd l'émotion. La musique cesse d'être vivante et devient un objet d'étude. Il en va de même pour la vie. À force de l'analyser, on cesse de la vivre. On devient de simples observateurs distants de notre propre existence. Le zen propose une approche différente, une attention directe et sans filtre. Une manière d'être présent sans avoir besoin d'interpréter chaque instant. Il ne s'agit pas d'éliminer la pensée, mais de ne pas s'y laisser piéger. De reconnaître qu'elle n'est qu'un outil, et non la réalité elle-même. Car la réalité existe avant même que l'esprit ne la nomme. Et dans cet espace antérieur, il y a une clarté profonde. Une intelligence qui se passe de mots. Une compréhension qui ne dépend pas des concepts. Mais accéder à cet espace exige de lâcher prise sur un besoin profondément ancré, le besoin de contrôler. L'esprit veut comprendre, catégoriser, prédire. Il aspire à la sécurité. Mais la vie est imprévisible. Elle est dynamique. Changeante. Et lorsque nous essayons constamment de la contrôler, nous générons des tensions. Le zen nous enseigne à faire confiance au flux. À agir sans forcer. À laisser les choses être telles qu'elles sont, sans résistance inutile. Cela ne signifie pas passivité. Cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie s'aligner sur la réalité au lieu de la combattre. Comme une rivière qui coule sans effort, s'adaptant à chaque méandre sans jamais perdre son cours. L'un des plus grands obstacles sur ce chemin est l'idée que nous devons accomplir quelque chose. Qu'il existe un état particulier à atteindre. Une illumination qui se trouve dans le futur. Mais cette idée est, en elle-même, une distraction. Car elle nous éloigne du présent. Elle nous fait croire que ce que nous cherchons n'est pas là. Le zen rompt avec cette logique. Il affirme qu'il n'y a rien à accomplir. Que la clarté n'est pas une récompense, mais un état naturel lorsque nous cessons d'intervenir. C'est comme le ciel derrière les nuages. Il a toujours été là. Il suffit de laisser passer les nuages. Mais l'esprit résiste. Il veut agir. Il veut s'améliorer, progresser, aller de l'avant. Et cela crée un cycle incessant de recherche. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, quelque chose de plus à corriger. Et ainsi, nous ne nous arrêtons jamais. Le zen nous invite à interrompre cette impulsion. Observer sans jugement. Voir comment cela apparaît, comment cela se déplace, comment cela disparaît. Et dans cette observation, quelque chose change. Non pas parce que nous le forçons, mais parce que nous le voyons clairement. La pratique du zen n'est pas compliquée. Elle ne requiert ni rituel complexe ni croyance spécifique. C'est, par essence, une forme de pleine conscience. Une manière d'être pleinement présent à chaque instant. Que ce soit respirer, marcher, manger ou simplement être silencieux. Chaque action devient une occasion d'observer sans intervenir. De vivre sans interpréter. Et dans cette simplicité, il y a une immense profondeur. Car lorsque nous cessons de chercher des significations cachées, nous commençons à voir l'évidence. Et l'évidence est extraordinaire. Le bruit du vent. La sensation du corps. Le rythme de la respiration. Tout se produit ici et maintenant, sans besoin d'explication. Et vous en faites partie. Non pas comme un observateur séparé, mais comme une expression du même processus. Le zen ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il vous invite à reconnaître ce que vous êtes déjà. À vous délester des couches d'identité que vous avez construites. À voir au-delà des histoires que vous vous racontez. Et dans ce processus, découvrir une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une paix qui n'a pas besoin d'être défendue. Une clarté indubitable. C'est le début du voyage. Non pas vers une destination, mais vers une nouvelle façon de voir. Et bien que les mots puissent indiquer le chemin,
la véritable découverte se fait par l'expérience directe. Alors, ne vous accrochez pas à ces idées. Ne cherchez pas à les mémoriser. Observez-les simplement. Laissez-les passer. Et soyez attentifs à ce qui demeure lorsque la pensée s'éteint. Car dans ce silence, tout commence. Il existe une histoire que nous apprenons tous très tôt. Une histoire qui semble incontestable, presque évidente. C'est l'histoire du « je ». Je suis ce corps. Je suis cet esprit. Je suis quelqu'un de séparé du reste du monde. Cette idée devient si familière que nous la remettons rarement en question. Et pourtant, c'est précisément là que naît l'une des plus grandes illusions de l'expérience humaine. Dès l'enfance, nous commençons à distinguer entre « je » et « l'autre ». Mon corps contre le monde. Mes pensées contre les autres. Ma vie contre l'univers. Cette séparation nous aide à fonctionner, à survivre et à interagir. Mais avec le temps, elle devient quelque chose de plus profond, une identité rigide. Un sentiment d'individualité qui semble solide, permanent, indépendant. Mais le zen nous invite à regarder de plus près. Où se situe exactement ce « je » ? Pouvez-vous le localiser clairement ? Est-ce votre corps ? Mais votre corps est en perpétuelle transformation. Les cellules se renouvellent, les sensations vont et viennent. Est-ce votre esprit ? Mais les pensées apparaissent et disparaissent de façon incontrôlable. Est-ce votre histoire ? Mais le passé n'existe que comme souvenir, comme interprétation. Si vous observez attentivement, vous constaterez qu'il n'existe pas de point fixe où réside le « soi ». Il s'agit plutôt d'un processus, d'une construction dynamique, d'un récit en constante évolution, à l'image d'une flamme qui paraît stable mais qui est en réalité en perpétuel mouvement. Le problème n'est pas l'existence de ce récit, mais le fait de le considérer comme absolu. Car lorsque nous nous identifions totalement à cette idée de « soi », nous commençons à la défendre, à la protéger, à la comparer. Et c'est là que le conflit surgit. Nous aspirons à être meilleurs, plus performants, plus reconnus. Nous craignons de perdre ce que nous croyons être. Nous nous accrochons à des images, à des rôles, à des attentes. Et dans cet effort constant pour maintenir une identité, nous nous déconnectons de l'expérience directe. Le zen propose une vision radicalement différente, le « soi » n'est pas séparé du monde. Il fait partie intégrante du même processus. De même qu'une vague n'est pas séparée de l'océan, vous n'êtes pas séparé de la totalité de la vie. Vous en êtes une expression, un mouvement au sein d'un flux plus vaste. Mais l'esprit s'obstine à diviser, à catégoriser, à créer des frontières là où il n'y en a pas. Et cela engendre un sentiment d'isolement, de solitude face au monde extérieur. Pourtant, en observant profondément, on constate que tout ce que l'on perçoit se déroule au sein d'un même champ de conscience. Il n'y a pas de ligne de démarcation nette entre l'observateur et l'observé. Quand on entend un son, où s'arrête le son et où commence la perception ? Quand on sent le vent sur sa peau, où se situe la frontière entre soi et son environnement ? Ces questions n'ont pas de réponse simple car elles pointent vers quelque chose qui échappe à la pensée. Mais elles peuvent ouvrir une brèche dans notre vision habituelle du monde, une brèche par laquelle pénètre une compréhension différente. Le zen ne nie pas l'existence fonctionnelle de l'individu. Il reconnaît l'existence d'un corps, d'un esprit, d'une personnalité. Mais il souligne que cette identité n'est pas indépendante. Elle est interconnectée à tout le reste. Chaque respiration dépend de l'air. Chaque pensée est influencée par les expériences passées. Chaque action a des conséquences qui dépassent l'immédiat. Rien n'existe isolément. Tout est lié. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose s'adoucit. Le besoin de défendre une identité rigide commence à se dissoudre. La pression d'être quelqu'un de précis diminue. La peur du changement s'estompe. Car nous comprenons que le changement est naturel. Que l'identité est fluide. Qu'il n'existe pas de « soi » fixe à protéger à tout prix. Cette compréhension n'est pas seulement intellectuelle. Il ne s'agit pas de répéter une idée, mais de la voir directement. D'observer comment le sentiment de « soi » émerge à chaque instant. Comment il se construit à partir de pensées, d'émotions, de souvenirs. Et comment il peut se dissoudre lorsque nous cessons de nous y accrocher. Dans la pratique zen, on explore cela par l'attention. En s'asseyant en silence, en observant sa respiration, on commence à remarquer comment l'esprit crée des histoires.
Comment le soi apparaît comme le protagoniste de chaque pensée. Mais si l'on ne s'identifie pas à ces histoires, si l'on se contente de les observer, quelque chose change. Le soi perd de sa solidité. Il devient plus léger, plus flexible. Et dans cet espace, un sentiment de liberté naît. Non pas parce que vous avez éliminé l'identité, mais parce que vous n'en êtes plus prisonnier. Vous pouvez l'utiliser quand elle est utile et vous en détacher quand elle ne l'est pas. Comme un outil, et non comme une prison. Ce changement de perspective a des implications profondes, car il transforme votre façon d'entrer en relation avec autrui. Si vous n'êtes pas séparés, alors l'autre n'est pas véritablement autre. Il est une autre expression du même processus. Et cela ouvre la porte à la compassion, à une compréhension plus profonde des relations. Il ne s'agit plus de rivaliser, de se comparer ou de se défendre, mais d'interagir à partir d'une connexion plus large, à partir d'un sentiment d'unité qui n'a pas besoin d'être forcé. Le zen ne vous demande pas d'adopter une nouvelle identité spirituelle. Il ne vous dit pas que vous devez désormais être quelqu'un d'illuminé. Ce serait simplement une autre forme d'attachement. Au contraire, il vous invite à voir au-delà de toutes les identités, à reconnaître qu'en fin de compte, il n'y a pas de soi séparés qui doivent accomplir quelque chose. Il n'y a que la vie qui se déroule, et vous en faites partie. Cette reconnaissance peut être déconcertante au premier abord. Il peut sembler que vous perdiez quelque chose. Mais ce qui est réellement perdu, c'est une illusion. Ce qui demeure est plus vaste, plus libre, plus authentique. Une manière d'être au monde sans le fardeau constant de maintenir une image. Sans la tension de protéger une identité. Simplement être. Ici, maintenant. Et dans cette simplicité réside une profondeur immense. Car lorsque le « moi » cesse d'être au centre de tout, l'expérience s'ouvre. Elle devient plus riche, plus directe, plus vivante. Et alors, peut-être pour la première fois, vous commencez à percevoir le monde non comme quelque chose de séparé de vous, mais comme un prolongement de votre être. Une tension silencieuse imprègne la vie moderne. Un sentiment constant de devoir forcer, contrôler, accélérer. Comme si tout dépendait de nos efforts incessants. Comme si la vie était une machine qui ne fonctionne que lorsqu'on la force. Mais le zen révèle quelque chose de profondément différent, l'harmonie ne naît pas d'un effort excessif, mais de l'alignement avec le cours naturel des choses. Observez la nature. Un arbre ne lutte pas pour grandir. Une rivière ne s'efforce pas de couler. Le vent ne se force pas à souffler. Et pourtant, tout se déroule avec une précision parfaite. Il n'y a ni rigidité, ni anxiété. Seulement un mouvement spontané, une adaptation à chaque circonstance sans résistance inutile. Alors une question inévitable se pose, pourquoi vivons-nous différemment? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la valeur réside dans l'effort constant. Qu'il faut redoubler d'efforts, en faire plus, accomplir davantage. Et cette mentalité s'enracine profondément. Nous devenons experts dans l'art de forcer. Nous forçons les décisions. Nous forçons les relations. Nous forçons les résultats. Nous forçons même notre propre paix intérieure, essayant de l'atteindre comme s'il s'agissait d'une simple tâche de plus sur une liste. Mais plus nous forçons les choses, plus nous rencontrons de résistance. C'est comme essayer de calmer l'eau en l'agitant. Plus on intervient, plus elle s'agite. Le zen introduit un principe qui peut paraître contre-intuitif, l'action la plus efficace naît de l'absence d'intervention inutile. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais d'agir autrement. Avec clarté, non avec tension. Avec présence, non avec anxiété. Ce principe peut être perçu comme une forme d'action fluide, une manière de répondre à la vie sans lui imposer de structure rigide. À l'image d'un danseur qui ne lutte pas contre la musique, mais se laisse porter par elle. Chaque mouvement surgit au moment opportun, sans effort excessif, sans calcul constant. Mais atteindre cet état exige de désapprendre. Il faut abandonner l'idée que tout doit être contrôlé. Car le contrôle absolu est une illusion. La vie est trop complexe, trop dynamique, pour être contenue dans un plan fixe. Et lorsque nous essayons de le faire, nous générons un conflit intérieur. Le zen nous invite à faire confiance à une intelligence plus profonde. Non pas une intelligence fondée sur une analyse constante, mais sur la perception directe. Il s'agit de la capacité à réagir à l'instant présent tel qu'il est, sans filtre superflu.
Cela ne signifie pas agir impulsivement, mais avec lucidité, sans l'interférence d'attentes rigides. Imaginez que vous marchez sur un chemin. Si vous pensez constamment à chaque pas, à chaque obstacle potentiel, à chaque issue possible, votre démarche devient maladroite. Mais si vous marchez simplement, en pleine conscience et détendu, votre corps retrouve son rythme naturel. Il s'adapte. Il réagit. Il coule de source. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas accablé par le besoin de contrôle. L'une des plus grandes idées fausses concernant cette approche est qu'elle implique la passivité. Or, il n'en est rien. L'action spontanée peut être intense, décisive, voire puissante. La différence réside dans son origine. Elle ne naît ni de la peur ni du besoin de contrôler, mais d'une profonde compréhension du moment présent. C'est une action qui ne laisse aucune trace. Qui ne génère aucun conflit intérieur. Qui n'a pas besoin d'être constamment justifiée. Dans la pratique zen, cela se cultive par la pleine conscience. En observant notre respiration, en étant pleinement présent à des activités simples, nous prenons conscience de tous les efforts inutiles que nous déployons, de toutes les tensions que nous accumulons dans des actions qui pourraient être naturelles. Et peu à peu, nous apprenons à lâcher prise, à laisser les choses se dérouler avec moins d'interférences. Ce processus n'est pas instantané. L'esprit a l'habitude d'intervenir, de corriger, d'ajuster, d'anticiper. Mais avec la pratique, ce besoin s'estompe. Et à sa place naît un sentiment de confiance. Non pas la certitude de savoir exactement ce qui va se passer, mais la capacité de réagir à ce qui arrive. Cette confiance est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'affirmation. Elle ne dépend pas des résultats. C'est simplement une façon d'être au monde sans résistance constante. Et dès lors, l'action devient plus efficace, plus précise, plus harmonieuse. Le zen nous montre aussi que nombre de nos difficultés proviennent de notre volonté de forcer ce qui n'est pas prêt. Nous voulons des réponses immédiates, des changements rapides, des résultats garantis. Mais la vie a son propre rythme. Certains processus ne peuvent être accélérés sans perdre leur essence, comme une graine qui a besoin de temps pour germer. Forcer les choses ne les fera pas éclore plus vite. Cela ne fera que leur nuire. Apprendre à ne pas forcer, c'est en quelque sorte apprendre à faire confiance à ce rythme. À reconnaître quand agir et quand attendre. Quand intervenir et quand observer. Et cette sensibilité ne peut se développer que dans le moment présent. Ni dans la précipitation. Ni dans l'anxiété. Mais dans une attention calme portée à l'instant. Ce chapitre ne vous propose pas de technique spécifique. Il n'y a pas de formule applicable immédiatement. Car l'art de ne pas forcer n'est pas une stratégie. C'est une compréhension. Une façon de voir qui transforme votre manière d'agir. Et cette transformation s'opère progressivement, à mesure que vous prenez conscience de vos schémas. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de pousser, de contrôler, de forcer un résultat, arrêtez-vous un instant. Observez cette sensation. Ne la rejetez pas. Ne la suivez pas automatiquement. Contentez-vous de la regarder. Et demandez-vous, cet effort est-il vraiment nécessaire? Ou existe-t-il une autre façon de réagir? Dans cette pause, quelque chose de nouveau peut émerger. Une action plus simple. Plus directe. Plus en harmonie avec ce qui se passe. Et dans ce geste apparemment insignifiant, commence une façon de vivre complètement différente. L'esprit humain est programmé pour diviser, séparer, classer. Dès nos premiers instants de compréhension du monde, nous apprenons à distinguer les contraires, lumière et ténèbres, bien et mal, succès et échec, soi et autrui. Cette perception de la réalité nous permet de nous orienter, de prendre des décisions et de survivre. Mais elle crée aussi une structure rigide qui limite notre compréhension. Car tout ne se réduit pas à des extrêmes. Tout ne peut être ramené à deux pôles. Le zen s'attaque directement à cette limitation. Il nous montre que la réalité est plus vaste que n'importe quel système de catégories. Que ce que nous percevons comme des contraires ne sont pas des entités séparées, mais des aspects interdépendants d'un même processus. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres, pas de son sans silence, pas de mouvement sans immobilité. Chaque élément contient, d'une manière ou d'une autre, son apparent contraire. Mais l'esprit s'obstine à choisir, à définir, à prendre parti. Nous voulons que les choses soient claires,
stable, prévisible. Nous voulons savoir ce qui est juste et ce qui est faux, ce que nous devons rechercher et ce que nous devons éviter. Et dans cette tentative de simplifier la réalité, nous la fragmentons. Nous perdons de vue sa nature dynamique, sa complexité, sa fluidité. Imaginez que vous observez une vague dans l'océan. Vous pourriez l'apercevoir comme une forme distincte, séparée du reste de l'eau. Mais cette séparation n'est qu'apparente. La vague n'existe pas isolément. Elle résulte de l'interaction de multiples forces, le vent, la gravité, le mouvement. Il n'y a pas de frontière nette entre son début et sa fin. Il en va de même pour tout ce que nous percevons comme séparé. Les catégories que nous utilisons sont utiles, mais non absolues. Le zen ne cherche pas à éliminer ces distinctions. Ce serait illusoire. Nous avons besoin du langage, des concepts, des structures. Mais il nous invite à voir au-delà, à ne pas confondre la carte et le territoire, à reconnaître que les mots sont des outils, non des réalités définitives. L'un des effets les plus profonds de la pensée dualiste est le conflit intérieur. Lorsque nous divisons l'expérience en « bon » et « mauvais », nous commençons à résister à une partie de la réalité. Nous rejetons ce qui ne correspond pas à nos préférences. Et cette résistance engendre la souffrance, car la vie ne se conforme pas constamment à nos attentes. Le zen propose une autre manière d'appréhender l'expérience, au lieu de diviser, observer, au lieu de juger, comprendre. Il ne s'agit pas d'accepter passivement tout ce qui arrive, mais de le voir clairement avant de réagir. Il s'agit de laisser l'expérience être ce qu'elle est, sans y ajouter d'interprétation superflue. Ce changement peut sembler subtil, mais il transforme profondément notre façon de vivre. Car lorsque nous cessons d'étiqueter constamment, l'expérience devient plus directe, plus riche, plus complète. Nous ne sommes plus prisonniers d'un récit rigide. Nous pouvons percevoir les nuances, les transitions, les ambiguïtés. Nous pouvons voir la réalité en mouvement, et non comme une série de blocs figés. Le zen utilise également les paradoxes pour nous guider vers cette compréhension. Des phrases qui semblent contradictoires, mais qui pointent vers quelque chose qui dépasse la logique linéaire. Non pas parce que la logique est inutile, mais parce qu'elle a ses limites. Certains aspects de l'expérience échappent à un système binaire. Et pour y accéder, nous devons momentanément lâcher prise sur le besoin de réponses claires. Cela peut être déstabilisant. L'esprit recherche la certitude, il veut des définitions. Mais le zen nous invite à demeurer dans l'incertitude sans chercher à la résoudre à tout prix. À observer sans nous fermer à toute possibilité d'interprétation. À laisser la compréhension émerger naturellement, sans forcer les conclusions. Dans cet espace, quelque chose change. La rigidité se dissout. La perception s'assouplit. Et nous commençons à percevoir des liens là où nous ne voyons que séparation. Un autre aspect important de la pensée dualiste est l'idée de progrès linéaire. Nous croyons devoir toujours tendre vers le mieux, abandonner ce qui est inférieur, atteindre un état idéal. Mais cette vision ignore la nature cyclique de la vie. Tout change. Tout se transforme. Ce qui semble un obstacle aujourd'hui peut devenir une opportunité. Ce que nous considérons comme un succès aujourd'hui peut perdre de son sens avec le temps. Le zen ne nie pas le changement, mais l'observe sans imposer de direction fixe. Tout n'a pas besoin d'être constamment amélioré. Parfois, il suffit d'y voir plus clair. Et dans cette clarté, la transformation s'opère naturellement, sans avoir besoin d'être forcée. En transcendant la pensée dualiste, nous ne perdons pas notre capacité de discernement. Nous ne devenons pas indifférents. Au contraire, nous développons une sensibilité plus profonde. Nous pouvons agir avec plus de précision car nous ne sommes pas limités par des catégories rigides. Nous pouvons répondre à chaque situation de manière unique, sans appliquer automatiquement une règle générale. Ce type de compréhension ne s'acquiert pas par l'analyse intellectuelle. Ce n'est pas le fruit d'une accumulation d'informations. Cela naît de l'observation directe, de l'expérience vécue sans filtres excessifs. Et cette observation n'est possible que lorsque l'esprit se détend, lorsqu'il cesse de vouloir tout faire entrer dans un système figé. Concrètement, cela signifie prêter attention à la façon dont les jugements se forment, à la manière dont l'esprit étiquette presque instantanément chaque expérience, j'aime ça. Je n'aime pas ça. C'est juste. C'est faux. Et au lieu de suivre automatiquement ces jugements, il suffit de les remarquer,
de les percevoir pour ce qu'ils sont, des interprétations, et non des vérités absolues. Avec le temps, cette observation crée un espace entre l'expérience et la réaction. Et dans cet espace, il y a la liberté. La liberté de réagir différemment, la liberté de voir au-delà des apparences, la liberté de vivre sans être prisonnier d'une structure de pensée rigide. Le zen ne vous demande pas d'éliminer l'esprit. Il vous invite à ne pas être piégé par ses divisions. Utilisez-le quand il est utile, mais ne comptez pas sur lui pour tout comprendre. Car il existe une manière de connaître qui transcende les mots. Une compréhension qui naît du silence, de la présence, du contact direct avec ce qui est. Et lorsqu'on accède à cet espace, même un instant, quelque chose se révèle. Non pas comme une réponse définitive, mais comme une ouverture. Une façon de voir qui n'a pas besoin de diviser pour comprendre. Qui n'a pas besoin de s'opposer pour exister. Elle observe, tout simplement, et dans cette observation, la réalité se montre telle qu'elle est, indivisible, dynamique, profondément vivante. Il existe dans le zen un concept qui peut déconcerter au premier abord, car il ne désigne rien que nous puissions saisir, définir ou posséder, le vide. Non pas comme absence, ni comme manque, mais plutôt comme un espace vivant et ouvert où tout apparaît et disparaît. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à craindre le vide. Nous l'associons à la perte, au néant, à l'absence de sens. Nous voulons remplir chaque instant d'activité, de bruit, d'information. Même le silence nous met mal à l'aise lorsque nous le prenons pour un vide négatif. Mais le zen propose une compréhension radicalement différente, le vide n'est pas l'opposé de la vie, mais sa condition fondamentale. Prenons l'exemple d'un verre. Son utilité ne réside pas dans le matériau dont il est fait, mais dans l'espace intérieur qui lui permet de contenir de l'eau. Sans cet espace vide, le verre serait inutile. Il en va de même pour une pièce. Nous ne vivons pas à l'intérieur des murs, mais dans l'espace qu'ils délimitent. Et sans cet espace, il serait impossible de l'habiter. Il en va de même pour l'esprit. Ce qui rend l'expérience possible, ce n'est pas l'accumulation des pensées, mais l'espace où elles peuvent naître et disparaître. Cet espace, c'est le vide dont parle le zen. Un vide non pas mort, mais pleinement vivant. Plein de potentialités. Ouvert à toutes les formes d'expérience possibles. L'esprit, pourtant, tend à ignorer cet espace. Il préfère se focaliser sur les objets, pensées, émotions, sensations. Et ce faisant, il perd de vue le contexte dans lequel tout se déroule. C'est comme ne regarder que les vagues et oublier l'océan. Le zen nous invite à déplacer notre attention. Non pas à rejeter le contenu de l'expérience, mais aussi à reconnaître l'espace qui le contient. Lorsque vous observez vos pensées, vous remarquerez peut-être qu'elles apparaissent et disparaissent spontanément. Vous n'avez pas à les créer. Vous n'avez pas à vous y accrocher. Elles surgissent, elles se déplacent et elles se dissolvent. Et entre l'une et la suivante, il y a un instant d'ouverture. Cet instant, c'est le vide en action. Il n'est pas séparé de la vie. Il est la vie elle-même dans son état le plus fondamental. Le problème, c'est que l'esprit tente de transformer même le vide en concept. Nous voulons le définir, le comprendre, le contrôler. Mais le vide ne peut être appréhendé par la pensée, car il est ce qui rend la pensée possible. Il est le fondement silencieux de toute expérience. Et il ne peut qu'être directement reconnu, non pleinement expliqué. Lorsque nous commençons à percevoir cet espace, quelque chose change dans notre rapport à l'expérience. Les pensées perdent leur poids absolu. Les émotions cessent de paraître si tangibles. Tout devient plus léger, plus transparent. Non pas parce que tout disparaît, mais parce que sa nature changeante se révèle. Le zen ne nous invite pas à fuir le monde, mais à le voir plus profondément. Et cette profondeur révèle que rien n'est aussi fixe qu'il n'y paraît. Tout est en mouvement. Tout naît et se dissout au sein de ce champ ouvert que nous appelons vide. Cette prise de conscience transforme aussi notre rapport à la peur. Car une grande partie de la peur humaine provient du besoin de s'accrocher à quelque chose de solide. À une identité fixe. À une situation stable. À un avenir maîtrisable. Mais lorsque nous comprenons que tout est impermanent, y compris notre propre identité, une nouvelle forme de liberté émerge. Non pas fondée sur le contrôle, mais sur la confiance dans le flux de l'existence. Le vide n'est pas dangereux. Il est libérateur.
car il n'impose pas de limites rigides à notre être. Il nous permet d'être fluides, adaptables, ouverts, sans avoir besoin de nous accrocher à une forme unique. Cela ne signifie pas perdre notre direction ni notre raison d'être. Cela signifie que notre raison d'être ne repose plus sur la rigidité, mais sur la réponse vivante à l'instant présent. Dans le zen, le vide n'est pas une idée philosophique abstraite. C'est une expérience directe qui se révèle lorsque nous cessons de nous accrocher au contenu de l'esprit. Lorsque nous cessons de rechercher constamment un point d'appui solide. Dans ce lâcher-prise, une clarté silencieuse apparaît. Non pas comme une réponse, mais comme un espace où toutes les réponses peuvent surgir. Cet espace n'est pas séparé de vous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur que vous devez atteindre. C'est ce qui a toujours été présent, même au milieu du tumulte mental. Simplement, nous n'y prêtons généralement pas attention. Et pourtant, sans lui, rien de ce que vous vivez ne serait possible. Le zen nous invite à nous reposer dans ce vide. Non pas comme une technique, mais comme une prise de conscience. On réalise qu'il n'est pas nécessaire de remplir chaque instant d'effort mental. On peut simplement être. Et dans cet être, découvrir une profondeur qui ne dépend d'aucun contenu. À mesure que cette compréhension s'approfondit, la vie cesse d'être une lutte constante pour maintenir les choses en place. Elle commence à ressembler davantage à une danse dans un espace ouvert. Un espace qui ne limite pas, mais soutient tout ce qui apparaît. Le vide, alors, n'est pas absence. C'est un potentiel pur. C'est la toile invisible sur laquelle chaque instant de l'existence est peint. Et lorsqu'on le reconnaît, même un instant, tout devient plus léger, plus vaste, plus libre. Le temps, tel que nous le percevons, n'est pas une réalité fixe, mais une construction mentale qui organise l'expérience en une ligne continue de passé, présent et futur. Pourtant, le zen nous invite à questionner profondément cette structure apparemment évidente, car lorsque nous observons avec une attention directe, nous découvrons que le passé n'existe plus que comme souvenir, le futur seulement comme anticipation, et le seul point réel de l'expérience est toujours cet instant vivant qui ne s'arrête jamais et ne se répète jamais. Mais l'esprit, dans son besoin de contrôle et de narration, transforme cet instant en une histoire continue où le « je » se déplace dans le temps comme un personnage de film, et cette identification crée le sentiment d'être pris au piège entre ce qui fut et ce qui sera, engendrant anxiété, regret et une attente constante, comme si la vie se déroulait ailleurs, à un autre moment, hors de portée, alors qu'en réalité, tout ce que nous avons connu se produit uniquement maintenant, même les souvenirs du passé apparaissent maintenant, même les visions du futur se forment maintenant. Ceci révèle un paradoxe fondamental, le temps psychologique est une interprétation du présent, non une entité indépendante. Comprendre cela ouvre la voie à une manière de vivre radicalement différente, où l'instant cesse d'être un tremplin vers un avenir meilleur pour devenir l'expérience dans son intégralité. Dans cette perspective, le zen ne nie pas l'utilité du temps pratique, car nous avons besoin de coordonner nos actions, de planifier et de nous souvenir, mais il nous invite à ne pas confondre cet outil avec la réalité absolue, comme si l'horloge était plus réelle que le ciel qui la contient. Lorsque l'esprit cesse d'être totalement absorbé par le flux temporel, un sentiment d'espace intérieur émerge, comme si le présent s'étendait au-delà de ses limites habituelles, révélant une immobilité qui ne dépend pas du rythme des événements. Même dans le mouvement le plus rapide, il existe un centre de silence immuable, et ce centre n'est pas quelque chose que nous devons créer, mais quelque chose qui est déjà présent lorsque nous cessons de courir après l'instant suivant. Une grande partie de la souffrance humaine provient de cette quête incessante d'un avenir idéal, de l'idée que la vraie vie commencera après un événement, après l'atteinte d'un but précis, après un changement de circonstances. Mais cet « après » ne se présente jamais comme une expérience directe, car il devient toujours un autre « maintenant ». Le zen souligne que cette structure de recherche perpétuelle est une erreur de perception, non pas parce que les buts sont erronés, mais parce que l'accomplissement ne dépend pas de leur réalisation, mais de la manière dont l'instant présent est vécu. Et lorsque cette compréhension devient vivante non pas intellectuelle, mais directe, l'urgence intérieure commence à se dissoudre, non pas parce que les responsabilités disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être chargées d'une tension existentielle. On commence à agir en pleine conscience plutôt que dans une fuite vers l'avenir. Dans cet état, le temps cesse d'être un ennemi qui nous poursuit et devient un flux auquel nous participons naturellement, comme si la vie n'était plus une course, mais une danse sans commencement ni fin, où chaque mouvement porte en lui sa propre signification complète sans avoir besoin d'être justifié par le suivant. Cela modifie également notre rapport au passé,
car celui-ci cesse d'être une chaîne qui nous définit et devient une mémoire vivante, observable sans identification, sans le fardeau de croire que les événements passés déterminent entièrement qui nous sommes. Ainsi, le présent retrouve son caractère originel, non comme un point entre deux extrêmes, mais comme l'unique réalité toujours accessible. Dans cette perspective, le zen ne propose pas de fuir le temps, mais de le percevoir avec une telle clarté qu'il cesse d'hypnotiser la conscience, permettant à l'esprit de fonctionner lorsque nécessaire, sans pour autant dominer la totalité de l'expérience. Dès lors, une qualité émerge, difficile à décrire, mais profondément perceptible à l'expérience, le sentiment d'être pleinement présent, sans être tiraillé par aucune direction mentale, une présence indépendante du rythme du monde et de la pression de l'avenir. Dans cet état, le temps continue d'exister comme mouvement, non plus comme une prison, mais comme une expression naturelle de la vie elle-même, qui s'écoule sans séparation entre celui qui vit et ce qui est vécu, révélant qu'à chaque instant, vous avez été précisément là où la vie se déploie. Dans le langage courant, le mot « vide » évoque souvent un malaise. Il est associé à l'absence, à la perte, au manque, à quelque chose qui manque ou qui devrait être comblé. Mais dans la perspective zen, le vide n'est pas un manque, mais une condition fondamentale de l'existence, une ouverture silencieuse où tout peut apparaître, changer et disparaître sans perdre son essence. Comprendre cela exige un profond changement de perspective, car l'esprit a tendance à croire que la réalité doit être solide, fixe, permanente. Or, lorsque nous observons l'expérience directement, nous découvrons que rien ne demeure identique, tout est en perpétuelle transformation. Et pourtant, quelque chose semble soutenir cette transformation sans en être affecté, comme un espace invisible où tous les phénomènes se produisent sans laisser de traces permanentes. Et cet espace n'est pas un objet que l'on peut trouver, mais l'absence de séparation absolue entre les choses, l'ouverture même de l'expérience, le fait que rien n'existe isolément. Tout dépend de conditions, de relations, de mouvements interconnectés qui se soutiennent mutuellement. Et lorsque cette compréhension commence à émerger, l'idée de substance fixe devient de plus en plus fragile, comme si le monde était moins un ensemble d'objets solides qu'une danse d'apparences interdépendantes qui apparaissent et disparaissent au sein d'une même réalité ouverte. Le zen utilise l'idée de vacuité non pas pour nier l'existence du monde, mais pour le libérer de la rigidité avec laquelle l'esprit le perçoit. Car lorsque nous croyons que les choses ont une essence fixe, nous nous y attachons, nous craignons de les perdre, nous construisons notre identité autour de ce qui ne peut demeurer stable, et cet attachement engendre la souffrance. Mais lorsque nous comprenons que chaque phénomène est dépourvu d'identité indépendante, non pas au sens d'inexistence, mais au sens d'interdépendance, alors la rigidité se dissout et une liberté inattendue apparaît, une légèreté dans notre rapport à la vie, comme si toute chose pouvait être appréhendée sans avoir besoin d'être possédée. Et ce vide n'est pas extérieur à l'expérience, ce n'est pas un lieu à atteindre, mais la nature même de chaque instant observé sans distorsion conceptuelle. Car même cet instant où vous entendez ces mots n'a pas de forme fixe, il apparaît et disparaît continuellement, sans noyau permanent que l'on puisse saisir, et pourtant, il est parfaitement réel dans son apparence. Ce paradoxe apparent est fondamental dans le zen, ce qui est vide n'est pas moins réel, mais plus libre, car il n'est pas limité par des définitions rigides. En reconnaissant cela, l'esprit commence à se détendre, cessant de vouloir solidifier chaque expérience en une identité permanente. Dans cette détente, une clarté paisible émerge, où les choses peuvent être ce qu'elles sont sans avoir besoin d'être fixées, et le monde devient plus vivant précisément parce qu'il n'est plus rigide, plus présent précisément parce qu'il n'est plus surconceptualisé. Dans cet état, la relation à soi-même se transforme profondément, car le « soi » cesse d'être une entité solide et se révèle comme un processus vide d'essence fixe, soutenu par des perceptions, des souvenirs, des sensations et des contextes en perpétuelle évolution. Cela ne détruit pas l'expérience d'être quelqu'un, mais la libère plutôt du fardeau de la permanence, permettant une identité plus fluide, plus ouverte, plus apte à s'adapter sans conflit. Ainsi, le vide devient une forme paradoxale de plénitude, non pas parce qu'il contient des choses, mais parce que rien ne le limite, rien ne l'enferme, rien ne le fixe. Dans cette ouverture totale, la vie peut s'exprimer sans résistance, sans rigidité, sans avoir besoin de se conformer à une forme définitive, révélant que ce qui semblait être l'absence était en réalité la condition même qui rend toute présence possible. Le zen n'est ni une idée à étudier, ni un système philosophique à mémoriser, mais une manière d'être pleinement éveillé dans l'expérience immédiate de la vie telle qu'elle se déploie à chaque instant. C'est pourquoi tout enseignement authentique sur cette voie revient toujours à la même chose, la pratique directe de l'attention,
non comme un effort mental ou une technique rigide, mais comme une manière d'habiter l'instant présent sans y ajouter de couches d'interprétation superflues. L'esprit a été conditionné tout au long de la vie à intervenir constamment, à commenter, comparer, juger et anticiper, et cette activité incessante crée une sorte de brouillard qui sépare l'expérience pure de son interprétation conceptuelle. Mais lorsque l'attention se stabilise dans l'immédiat, quelque chose d'extraordinaire commence à se révéler, non pas comme une expérience particulière ou extraordinaire au sens habituel du terme, mais comme la simple clarté de ce qui a toujours été là, respirant, palpitant, se produisant sans interruption. Cette clarté ne requiert aucun effort, car elle ne se construit pas, elle se découvre lorsque nous cessons d'interférer avec ce qui est déjà présent, comme si la vie s'était toujours déroulée dans son intégralité et que seule la distraction mentale nous empêchait de la percevoir pleinement. Dans la pratique zen, cela s'exprime par l'attention portée à l'ordinaire, à l'apparemment insignifiant, au souffle qui entre et sort sans besoin de contrôle, à la sensation du corps assis sans tension inutile, aux sons environnants qui apparaissent et disparaissent sans être retenus. Dans chacun de ces éléments s'ouvre une porte sur l'expérience directe de l'instant présent, car l'instant présent n'est pas un point dans le temps, mais la totalité de l'expérience sans fragmentation conceptuelle. Lorsque l'esprit cesse de se fragmenter, même un instant, une qualité d'unité se perçoit, non pas intellectuelle, mais immédiate, le sentiment que tout ce qui arrive appartient au même champ d'apparition, où il n'y a pas de séparation réelle entre l'observateur et l'observé, entre la pensée et l'espace où elle surgit, entre le corps et l'environnement qui l'entoure. Cette compréhension n'élimine pas l'activité mentale, mais la replace à sa juste place. L'espace n'est plus le centre absolu de la réalité, mais un phénomène parmi d'autres au sein du champ de l'expérience. Avec le temps, cette pratique transforme notre rapport à chaque aspect du quotidien, car l'environnement n'est plus nécessaire. Il n'y a pas de conditions particulières pour être présent, ni de conditions idéales pour accéder à la clarté, puisque l'attention se révèle en toutes circonstances, même au milieu du bruit, du mouvement ou de l'incertitude. Il en résulte une forme de liberté qui ne dépend pas du contrôle du monde extérieur, mais plutôt de l'absence de réactions automatiques à celui-ci. En ce sens, la pratique du zen ne consiste pas à fuir la vie, mais à l'accueillir pleinement, sans résistance intérieure, sans l'interférence constante du commentaire mental qui sépare l'expérience de l'expérience vécue. Progressivement, on découvre que l'attention n'est pas une possession, mais un état qui se manifeste lorsqu'on cesse de disperser son énergie dans de multiples directions, comme si la conscience retrouvait naturellement sa clarté originelle lorsqu'elle n'est plus fragmentée par la compulsion de penser sans cesse. Dans ce retour, il n'y a pas d'effort, seulement une reconnaissance, comme si l'on s'éveillait d'une distraction qui nous avait toujours semblé normale. Cet éveil n'est ni spectaculaire ni dramatique, mais d'une simplicité profonde, presque imperceptible, car il n'ajoute rien à l'expérience, se contentant d'éliminer les interférences superflues. Pourtant, ce simple ajustement transforme radicalement notre perception de la vie, car chaque instant devient une plénitude en soi, non plus un moyen d'atteindre un but, mais une expression totale de l'existence dans cet instant précis. Dès lors, même les plus petites actions acquièrent une dimension méditative, marcher, parler, écouter, respirer, tout devient le prolongement de cette même présence sans effort. L'idée de séparation entre la pratique et la vie s'estompe, car la pratique n'est plus une activité ponctuelle, mais la manière de vivre chaque instant. À ce moment, le zen cesse d'être un ensemble d'enseignements et devient une forme d'existence silencieuse où la vie elle-même est le maître constant, révélant dans chaque expérience, sans exception, la possibilité d'être pleinement présent sans avoir besoin d'aller ailleurs. L'un des aspects les plus inévitables de l'existence est le changement constant, rien ne demeure identique. Aucune expérience, aucune émotion, aucun état d'esprit, aucune situation extérieure ne se fiche jamais. Pourtant, l'esprit humain recherche la stabilité comme s'il s'agissait d'une condition essentielle à la sécurité, érigeant des structures, des attentes et des certitudes dans un monde qui, par sa nature même, ne peut supporter aucune forme permanente. Cette tension entre le désir de permanence et la réalité du changement perpétuel est l'une des principales sources de souffrance, car toute tentative de fixer ce qui est en perpétuel mouvement se solde par une frustration. Mais le zen ne propose ni de résister au changement ni de s'y résigner, mais plutôt de le comprendre profondément, au point qu'il cesse d'être une menace et devienne le fondement même de la liberté. Car ce qui change ne peut être possédé, et ce qui ne peut être possédé ne peut être perdu au sens absolu. Cette compréhension transforme radicalement notre rapport à la vie.
nous cessons de nous accrocher à des expériences spécifiques comme si elles étaient permanentes et commençons à les percevoir comme des expressions temporaires d'un processus plus vaste, à l'image des vagues qui apparaissent, s'élèvent et retournent à l'océan sans jamais cesser de faire partie d'un même mouvement continu. Lorsque cette vision s'éclaircit, même les expériences les plus intenses, agréables ou douloureuses, perdent leur capacité à définir entièrement qui nous sommes, car elles sont reconnues comme des phénomènes transitoires au sein d'une conscience plus large, immuables face à leur apparition ou leur disparition. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une participation plus profonde à la vie, où chaque instant peut être pleinement vécu sans le fardeau de devoir le préserver ou l'éviter à tout prix. Ainsi, l'impermanence cesse d'être une menace et devient une force libératrice, car elle ouvre la voie à un renouvellement constant, à la possibilité que rien ne soit figé dans une forme immuable. En ce sens, le zen révèle que la stabilité que nous recherchons ne réside pas dans la permanence des choses, mais dans la capacité à demeurer conscient au sein du changement, comme un point de clarté indépendant de la forme que prend l'expérience. Lorsque cette stabilité intérieure est reconnue, la vie cesse d'être une succession de pertes et de gains absolus pour devenir un flux continu d'apparition et de disparition, qu'il n'est plus nécessaire de contrôler. Elle est vécue pleinement, et alors même la peur de la perte commence à se dissiper, car ce que l'on craint de perdre n'a jamais été véritablement statique, et notre essence ne se limite à aucune forme particulière. Cette compréhension n'élimine ni la douleur ni les difficultés de l'expérience humaine, mais elle transforme notre rapport à elle, nous permettant de les traverser sans en être entièrement définis, comme si chaque expérience pouvait être vécue sans devenir une identité permanente. Ainsi, la vie retrouve son caractère dynamique, non comme un problème à résoudre, mais comme un mouvement à vivre pleinement. Dans cette ouverture, l'impermanence cesse d'être une menace pour la stabilité et se révèle comme la condition même qui rend la liberté possible, car seul ce qui change peut être renouvelé, et seul ce qui se renouvelle constamment peut rester ouvert à de nouvelles façons d'être. Dans cette compréhension profonde, le zen nous invite à cesser de lutter contre le flux de l'existence et à commencer à faire confiance à sa nature changeante, non pas comme à une théorie, mais comme à une expérience directe qui transforme notre façon d'habiter chaque instant. Alors que ce voyage approche de son aboutissement, l'idée peut surgir qu'un événement extraordinaire devrait se produire, une révélation finale, un état de compréhension permanent, une transformation radicale qui sépare définitivement l'avant et l'après. Mais le zen souligne avec douceur et fermeté que cette attente est précisément le dernier voile qui nous empêche de voir clairement ce qui a toujours été présent. Car la réalisation ne survient pas comme un événement spectaculaire ou une expérience extraordinaire, mais comme une reconnaissance silencieuse de l'ordinaire tel qu'il est, sans artifice, sans effort, sans besoin de le rendre spécial. Et dans cette reconnaissance, le monde ne change pas dans sa forme extérieure, mais plutôt dans la manière dont nous le vivons. Car ce qui se transforme, ce n'est pas la réalité elle-même, mais notre relation à elle, et cette différence change tout. Longtemps, l'esprit a cherché une issue, un accomplissement, une destination où tout s'harmonise enfin, où les conflits disparaissent, où l'identité se stabilise. Mais le zen révèle que cette quête est inutile dès le départ, car ce qui est cherché ne se trouve ni ailleurs ni dans un autre temps, mais dans la simple immédiateté de cet instant présent. Avant même d'être interprétée, nommée, inscrite dans l'histoire, lorsque cette compréhension cesse d'être conceptuelle pour devenir manifeste dans l'expérience directe, une vérité profondément simple se révèle, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un phénomène qui se déploie de lui-même, sans besoin de justification. Dans cette reconnaissance, l'urgence intérieure commence à se dissoudre, non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être perçues comme des obstacles absolus et deviennent des mouvements au sein d'un champ d'expérience plus vaste. L'attention cesse alors de chercher constamment autre chose que ce qui est déjà présent et se pose sur ce qui est, sans effort, sans résistance, sans la nécessité de transformer chaque instant en un moyen d'accéder à un autre instant futur. Dans ce repos apparaît une clarté qui ne dépend pas des conditions extérieures, une clarté qui n'a pas besoin d'être entretenue par l'effort, car elle n'est pas une construction, mais la nature même de la conscience lorsqu'elle n'est pas fragmentée par une recherche incessante. Et dans cette perspective, le quotidien devient extraordinairement vivant, non pas parce que sa nature change. L'apparence n'est plus le problème, car elle cesse d'être filtrée par l'esprit qui la réduit à des étiquettes. Ainsi, chaque geste, chaque respiration, chaque son, chaque interaction se révèle pleinement suffisant en soi, non comme un moyen d'atteindre un idéal supérieur, mais comme l'expression complète du tout dans cet instant précis. Le zen ne propose pas de rejeter le monde ni de le transcender dans une perspective d'évasion,
mais plutôt de le percevoir avec une telle profondeur qu'il cesse d'être un objet séparé et devient une expérience directe, sans distance conceptuelle. Dans cet état, il n'y a plus de « je » séparé cherchant à atteindre l'éveil, car l'idée même d'atteindre se dissout dans la compréhension qu'il n'y a pas de destination qui ne soit déjà présente comme une possibilité immédiate de perception. Alors, la pratique et la vie cessent d'être deux choses distinctes, car vivre pleinement devient la seule pratique, et chaque situation, sans exception, devient une occasion de reconnaissance, non pas au sens d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de cesser d'ignorer ce qui est déjà là. Ce mode de vie n'élimine pas la complexité du monde ni ne la réduit à une expérience uniforme, mais permet plutôt de la percevoir sans confusion, sans avoir besoin de la simplifier. Au-delà de ce que l'on peut supporter, l'esprit devient plus flexible, moins rigide, capable de répondre à la vie sans être prisonnier d'interprétations absolues. Ceci engendre une liberté qui ne dépend pas des conditions extérieures, car il ne s'agit pas d'une liberté des circonstances, mais d'une liberté de perception, la liberté de ne pas s'identifier complètement à une expérience passagère. À ce stade, le chemin qui semblait mener à une destination se révèle comme un retour constant au présent, non comme une répétition mécanique, mais comme une découverte continue de ce qui n'a jamais cessé d'être là. Le chercheur qui a entrepris ce voyage se découvre inséparable du chemin lui-même, comme si la recherche avait toujours été une forme de vie s'explorant à travers l'illusion de la séparation. Dans cette compréhension finale, il n'y a ni triomphe ni conclusion dramatique, mais une immobilité simple et profonde qui n'a pas besoin d'être nommée, car elle se reconnaît directement dans l'évidence d'être vivant maintenant, dans cet instant qui n'appartient ni au passé ni au futur, mais seulement à l'expérience immédiate qui n'a jamais cessé de se produire. Si vous êtes parvenu à ce stade du voyage, vous n'avez pas atteint une fin, mais une reconnaissance plus subtile, rien de ce que vous avez entendu ne pointait réellement vers un lieu lointain. Tout pointait vers ce qui était le plus proche, vers ce qui s'est toujours produit avant les mots, avant toute interprétation, avant tout effort de compréhension. Et maintenant, alors que nous achevons ce voyage, l'invitation n'est pas de retenir des idées ni de construire une nouvelle philosophie personnelle, mais de laisser tout ce qui a été exploré s'intégrer comme une compréhension vivante, non comme un savoir accumulé, mais comme une manière plus claire d'être présent dans l'expérience immédiate de la vie. Car le zen n'a jamais été un ensemble de réponses, mais une façon de dissoudre le besoin compulsif de réponses absolues. Et en ce sens, ce qui est véritablement découvert n'est pas une nouvelle vérité, mais la preuve silencieuse de ce qui n'a jamais changé malgré tous les changements, la simple présence d'être ici, conscient, sans effort, sans séparation fondamentale entre celui qui fait l'expérience et l'expérie. Et bien que l'esprit puisse vouloir transformer même cette compréhension en une nouvelle identité, une nouvelle idée de soi, la véritable compréhension demeure légère, sans forme, car on ne peut la posséder sans perdre sa nature. Et par conséquent, elle n'appartient à personne, elle n'est ni propriété, ni accomplissement, ni état permanent qu'il faille maintenir. C'est une clarté qui surgit lorsque la recherche s'arrête et qu'on reconnaît qu'elle n'était, en premier lieu, jamais nécessaire. De ce point de vue, la vie n'a pas besoin d'être réorganisée ou corrigée pour être suffisante, car sa suffisance ne dépend pas de conditions idéales, mais de la capacité à être perçue directement, sans l'interférence constante d'une interprétation compulsive. Ainsi, même l'ordinaire révèle son extraordinaire profondeur, non pas parce qu'il se transforme en quelque chose de différent, mais parce qu'il cesse d'être ignoré dans son immédiateté. Le son du monde, la sensation du corps, le flux des pensées, l'apparition et la disparition des émotions, tout cela s'intègre en une seule expérience continue qui ne requiert aucune fragmentation pour être comprise. Dans cette reconnaissance, il n'y a plus de séparation entre pratique et vie, entre recherche et découverte, entre chemin et destination, car tout a toujours été le même mouvement de l'existence s'exprimant sous de multiples formes sans perdre son unité essentielle. Et peut-être le plus important de tout cela. Non pas ce qui a été compris intellectuellement, mais ce qui a été laissé silencieusement se libérer, les attentes qu'il devrait se produire autre chose, l'idée que la plénitude est ailleurs, la croyance qu'il faut devenir autre chose pour être complet. Car en lâchant prise sur ces attentes, l'expérience présente devient suffisante en elle-même, non comme un concept, mais comme une réalité directe. Et dans cet espace sans exigence surgit une forme de paix qui ne dépend pas de l'absence de problème, mais de l'absence de conflit avec ce qui est. Une paix qui n'a pas besoin d'être maintenue, car elle n'est pas un état construit, mais la nature même de la conscience lorsqu'elle n'est pas fragmentée par une résistance intérieure. Ainsi, au terme de ce voyage, il n'y a pas de conclusion définitive qui renferme le sens de tout ce qui a été entendu, mais une ouverture,
une continuité, un retour constant à cet instant qui n'a jamais cessé d'être là. Et s'il reste quelque chose après tous ces mots, c'est précisément ce qui n'a pas besoin de mots pour exister, le simple fait d'être conscient maintenant, en cet instant précis, sans effort, sans distance, sans besoin d'aller ailleurs. À partir d'ici, le voyage ne s'achève pas vraiment, mais se fond dans la vie elle-même, qui a toujours été le seul lieu où tout cela s'est produit. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Si ce livre audio vous a permis d'envisager la vie sous un nouvel angle, ne vous arrêtez pas là. Aimez cette vidéo si ce message vous a touché. Abonnez-vous pour découvrir d'autres livres audio comme celui-ci, conçus pour inspirer, faire réfléchir et transformer votre vision du monde. Et dites-moi en commentaire, quelle idée ou quel moment a le plus changé votre façon de penser? Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de se rappeler l'importance du calme, de la clarté et de la présence dans sa vie. À bientôt pour un nouveau voyage.